Voilà, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Donc, nous voilà pour une 13e édition de notre réflexion sur le couple et la famille en général. Alors, on alterne une semaine, on parle d'éducation personnelle et de nos enfants, et une semaine, on parle d'éducation personnelle et de couple. Cette semaine, nous allons traiter d'une autre partie d'un cours que nous avons fait il y a 2 semaines, qui traite de la particularité de chaque enfant. On a ramené ce passouk, ce verset de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit que Chanoch Hanar Alpi Darko, il faut éduquer son enfant, Alpi Darko, selon son derrière, selon sa manière d'être. Et qu'on doit impérativement essayer d'adapter notre discours et notre vision des choses à l'enfant. On ne peut pas éduquer deux enfants de la même manière, même si on sait que d'une certaine manière, notre vision, c'est la vision par excellence d'une éducation parfaite. On va essayer de diluer ça, d'adapter ça à chaque enfant. Et donc, la première piste que l'on a proposée, c'était celle de prendre le pli et l'habitude de réfléchir et de mettre des mots sur le tempérament de notre enfant. Je m'explique. Et en philosophie, par exemple, on a l'habitude de dire que quelque chose qui ne s'exprime pas n'existe pas. Si je ne sais pas comment en parler, si j'ai du mal à transmettre un message, j'ai beau avoir un ressenti très fort sur une idée, tant que je n'arrive pas à en mettre des mots, a priori, cette idée n'existe pas. Et ben, on va dire la même chose vis-à-vis de nos enfants ou vis-à-vis de nous-mêmes. Pour nous habituer à mettre en place une réalité, à prendre conscience que nous sommes face à une réalité. C'est-à-dire, je suis conscient que mon enfant est telle ou telle caractéristique, tel ou tel défaut ou telle qualité. Tant que je ne l'ai pas exprimé avec des mots, eh ben, je ne vais peut-être pas prendre conscience pleinement de son, de son style, de sa particularité, de sa force, de son génie ou je ne sais quoi. Et donc, on m'a proposé dans un premier cours une piste dans laquelle on essayait donc de mettre des mots, de prendre un papier, de prendre une feuille, en couple ou tout seul, et d'essayer de trouver des adjectifs, des mots qui vont définir de manière la plus euh, fine et la plus adaptée possible nos enfants et nous-mêmes, si on a envie de faire un travail sur nous-mêmes, afin de se rendre compte, quand ce sera sur un papier, que l'on ne peut absolument pas demander, attendre d'un enfant, d'un de nos enfants, quelque chose dont il n'est pas capable. On ne pourra pas demander à quelqu'un voilà, quelqu'un qui est très à cheval, très méticuleux sur les détails. Et ben, on ne pourra pas lui demander de ranger grossièrement et rapidement une armoire. Il va vouloir tout trier, mettre par hauteur les livres, bien les ranger, etc. Ça va lui prendre 3 plombes, ça va lui prendre énormément de temps. Et tout ça parce qu'il ne sait pas, parce on a fait quelque chose qui était faux, et qu'on a demandé à cet enfant de faire quelque chose dont il n'était pas capable. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce qu'on a très envie qu'il en soit capable. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, parfois, on se demande de faire des choses dont on n'est absolument pas capable? On se fixe des objectifs que l'on ne sera jamais capable de surmonter. Pourquoi on le fait? D'abord parce qu'on a très envie, et on a très envie non pas d'être dans l'échec, mais on a très envie on a tellement envie d'être à ce niveau que du coup, on s'imagine qu'on y est déjà.
Et donc, du coup, on se fixe un objectif. Mais quand on arrive face à l'objectif, eh ben, on se retrouve avec un échec. Et on est très déçu. Mais si on était réellement conscient de nos capacités et des capacités de nos enfants, on verrait que c'est incompatible. Je ne peux pas demander à un de mes enfants je peux lui demander, par exemple, de me faire la cuisine, je peux lui demander de s'occuper des enfants, mais par contre, je ne pourrais jamais lui demander de ranger les habits ou de ranger ou de faire le ménage. Il en est incapable. Est-ce que c'est grave de réaliser quelles sont ses forces, quelles sont ses capacités? Je suis pas sûr que ce soit vraiment grave. Alors oui, parfois c'est juste une question de fainéantise et ça n'est pas une incompatibilité. Mais il faut prendre conscience de la personnalité de nos enfants. Et la première piste que l'on avait proposée, c'était d'abord et avant tout d'en prendre conscience, donc de prendre un stylo, de prendre une feuille et de mettre des mots. Essayer de travailler sur les mots et sur les caractéristiques véritables, les plus proches de la vérité possible de nos enfants, afin de prendre conscience de quoi ils sont capables et de quoi ils seraient moins capables. Et ainsi adapter les attentes, les projets, les objectifs que l'on a envie de leur faire faire. Et donc là, on va essayer de l'adapter et on ne va donc pas imposer notre vision, notre envie. On a des rêves à nouveau, au même titre que ce n'est pas intelligent de nous forcer à faire des choses que l'on n'arrivera pas à faire. On ne veut pas forcer nos enfants à faire des choses qu'ils n'arriveront pas à faire. D'abord parce qu'ils auront beaucoup de mal à le faire, et surtout, c'est qu'en fin de compte, je l'aurai habitué pendant différentes années à agir selon ma vision des choses et non pas selon son envie ou sa vision des choses. Et donc, à la seconde où il pourra s'en détacher, à la seconde où il pourra s'en éloigner, et ben, c'est la première chose qu'il fera, vu que ça n'est pas son tempérament. Alors, maintenant, on va essayer, grâce à Ravolbé notamment et d'autres textes, on va essayer de vous partager une deuxième piste de, de réflexion sur toujours le même sujet, comment donc chacun sa route, chacun son chemin. Donc je vous partage comme d'habitude le texte et ensuite on va essayer de lire et de traduire et d'essayer de comprendre qu'est-ce que les Rachamim nous ont prévu comme cheminement de réflexion pour essayer d'adapter, encore une fois, quand je parle d'éducation personnelle, mais aussi nos enfants. Alors, le Rav Wolbe, il vient nous. Alors, au début, ça peut paraître des choses qui sont, entre guillemets, très bateaux, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des grands slogans. Chaque enfant est unique, c'est vrai. Bon, chaque enfant est unique. Mais parfois, on a beau le répéter et y croire, on sait pertinemment que d'une certaine manière, il est unique, mais il reste l'enfant de son père et de sa mère. Et le deuxième enfant, il est aussi l'enfant de son père et de sa mère. Est-ce qu'il va réellement y avoir énormément de différences? Alors, le Rav Volbe, il nous écrit la chose suivante. En yeled domé lechav. Il n'y a aucun enfant qui ressemble à son. Ima orim enam yodim zot. Si les parents ne sont pas conscients de ça. Umeyachasim la yeled kochot she'en lo. Et ils vont prêter à un enfant des forces qu'il n'a pas. Achinour, והעמל שהם משירים לא יהיה מכוון כלל אל אותו ילד. Donc le chinour, l'éducation, והעמל et tous les efforts, שהם משירים qu'ils essayent de transmettre, לא יהיה מכוון כלל אל אותו ילד, il n'est pas adapté du tout aux besoins de l'enfant. אם ברצוני לחנך ילד, si j'ai envie d'éduquer un enfant, donc là on peut parler en tant que prof, on peut parler en tant que directeur de colonie, on peut parler en tant qu'oncle, en tant que parent, en tant que n'importe qui aurait une envie d'être en connexion avec un enfant et qu'il a envie de lui apporter quelque chose. Allah, il est bonen. C'est à moi, il va falloir que je réfléchisse, nous dit le Ravol. Velivdok, que je vérifie. Mahi darko, quelle est sa haïchit chez la yeled atzmo?
Quelle est sa particularité personnelle? D'avoir Mouvano. Par exemple, il donne un exemple. Il est évident pour tous, chez Siach Banana, que eh ben, la plante sur laquelle, d'accord, ce petit arbuste sur lequel les plants de banane, il n'a pas la même manière de fonctionner que le pommier. Si en fin de compte, on fait, on est en train de faire, de planter et de s'occuper et ben, d'un plant de différents bananes et de pommiers. Et on va leur donner à chacun exactement la même attention et les mêmes travail. À ce moment-là, les fachot, à ce moment-là, c'est une évidence que aucun des deux ne va bien grandir. Et peut-être même. Peut-être que les deux ensemble n'arriveront même pas à donner des fruits. Car Gam dit. Ainsi, c'est la même chose avec les enfants. Ani chayav ladat. J'ai le devoir de savoir mehen atchunot haishiyot shel hayeled leishchashev bahen. J'ai le devoir de comprendre la particularité de chaque enfant, de leishchashev bahen, et d'y réfléchir, de penser comment adapter mon discours. Donc on voit le Rav Wolbe, encore une fois, ça peut paraître comme étant d'une certaine manière une sorte de grand slogan un peu facile à dire qui serait de dire chaque enfant est unique, c'est vrai. Mais en fin de compte, eh ben, le Rav nous dit que c'est fort possible que si en fin de compte, je ne prends pas le temps d'adapter mon discours et de faire en sorte que chaque enfant, eh ben, je vais lui transmettre un message qui est adapté, eh ben, en fin de compte, aucun des deux enfants ne va fonctionner. Et donc, ça, c'est l'important. Parce que il y a une possibilité, nous dit le Rav, que dans leur comparaison à chacun, eh ben, ils en arrivent à dire, tu vois, moi, j'adorerais qu'on me dise ça, ou alors il va voir que l'un il souffre, que les deux souffrent. Donc, dans une maison, en fin de compte, on va se poser une question. Lorsqu'en fin de compte, on attend de chaque enfant la même chose, alors que chaque enfant, il se sent différent de l'autre. Alors, on va se dire, mais en fait, quand mon père ou ma mère, il me demande de faire quelque chose, est-ce qu'il me parle à moi? Est-ce qu'il attend des choses de moi? Ou est-ce qu'en fin de compte, il ne pense qu'à lui et au qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment à mon père? Quand il me demande de faire quelque chose, il demande la même chose à mon petit frère. Il n'a rien à voir avec moi. Est-ce qu'en fin de compte, c'est pour lui, parce qu'il a peur du qu'en dira-t-on, parce qu'il veut avoir l'air d'être la famille qui fait ce genre de choses, ou en fin de compte, il me parle à moi? À qui il me parle? Cette semaine, je recevais un message d'un jeune. Et il me disait, tiens, pour la première fois, vous avez certains ont dû le recevoir peut-être, pour la première fois, j'envoie un message qui n'est pas personnel. Il a envoyé une liste de cours qui était organisée sur Strasbourg. Et c'est donc envoyé un message qui était généralisé. Alors, j'ai trouvé ça intéressant comme introduction à son message. Il déteste les messages généraux, les messages généraux. Il déteste tous ces genres de messages groupés qui, en fin de compte, n'expriment jamais le fond de ma pensée, mais expriment juste une envie de transmettre un message. Et donc, du coup, ça le dérangeait un petit peu. Donc, il a décidé de l'assumer et de le dire. Mais d'une certaine manière, lorsqu'un parent, il va demander à ses enfants, il va en transmettre un message unique pour des enfants qui sont différents. Comment l'enfant va percevoir cela? Dit le Rav Wolbe, d'une certaine manière, sa perception, elle va être que ce n'est pas à moi qu'il parle, c'est lui qui sort ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin de sortir. Et ce n'est absolument pas à moi qu'il parle, il ne me parle pas à moi. Très bien. Et continue le Rav Wolbe, il va continuer un petit peu dans le côté unique des choses. C'est que une fois qu'on a travaillé sur la personnalité d'un enfant, on pourrait d'une certaine manière rester bloqué sur la perception que l'on a de lui, ou à nouveau on peut se parler à nous-mêmes,
Une fois que l'on va comprendre un petit peu comment est-ce qu'il faut se parler, quel challenge il faut se mettre en place soi-même, eh ben, on pourrait, malheureusement, ne pas adapter notre discours et notre manière de fonctionner en fonction de l'avancement dans les années, en fonction de l'âge. Et là, le Rav Wolbe, il va nous dire chaque âge est unique. Mikan Ole, Drisha Broura Klape Ahorim. De là découle une requête très claire vis-à-vis des parents. Alehem Leakir, Pachot o yoter et Tkufot Shayeled Over. Ils doivent absolument comprendre, au moins à peu près, quelles sont les périodes que leur enfant passe, les Mahalach Hagidul Shelo, selon son avancement et selon son évolution et l'âge qu'il a. להתאים את הדרישות ליכולתו של הילד בכל תקופה, et adapter les attentes que l'on a de chaque enfant à chaque période. אם מפריזים בדרישות, כשהילד לא יכול לעמוד בהן, si par hasard, eh ben, on a des attentes très très fortes vis-à-vis d'un enfant. Et on lui demande de faire des choses qu'il n'est absolument pas capable de faire. כשהילד עדיין אינו מספיק מבוגר כדי להבין מה רוצים ממנו, il n'est pas encore assez adulte pour comprendre ce qu'on attend de lui. יוצא מזה קלקול גדול בחינוך. חס ושלום, il peut y avoir une des graves dommages dans l'éducation. זריעה כזו לא יכולה להיקלט. Essayer de faire germer quelque chose de cette manière-là ne peut pas fonctionner. Un enfant ne peut pas fonctionner s'il ne comprend pas. L'enfant doit avancer par étapes et traverser par étapes les différentes périodes de sa maturité, de sa jeunesse. Ici, le Rav Wolbe, donc, il nous fait remarquer quelque chose, que de nombreux parents font l'erreur. Ils se disent, tiens, moi, j'ai découvert telle ou telle chose trop tard. C'est dommage, ça fait de la peine. Donc, il faut que mon enfant, il découvre tôt. Donc, très souvent, on décide, voilà, certaines personnes, ils découvrent la choule un peu trop tard dans leur vie. Alors, ils veulent emmener leur enfant très tôt à la choule. Des fois, c'est bien. Des fois, l'enfant, il ne comprend pas très bien ce qu'on attend de lui. Parfois, on a envie d'étudier très très tôt avec son enfant. Et on va étudier avec lui des sujets qui ne sont absolument pas adaptés pour lui. Et on se demande, ça, mais en fin de compte, je voulais juste lui apporter une connaissance un peu plus large d'un domaine que moi, j'ai découvert beaucoup trop tard. Ou alors, on va, on va, euh, euh, on va l'emmener faire un sport qu'on rêve qu'il fasse, alors qu'en fin de compte, il n'est absolument pas intéressé par ce sport ou c'est pas encore son âge. Ou alors, on va commencer à lui faire aimer. Des fois, on voit des parents qui habillent leurs enfants avec certaines marques, avec certains styles d'habits, et les enfants, ils comprennent absolument pas ce qu'on veut d'eux, mais bon, c'est comme ça qu'on les habille, ils comprennent pas très bien, et ils sont très gênés parce qu'en fin de compte, ils sont en mode un peu marginal dans leur manière d'être habillés, ils comprennent pas très bien ce qu'on a. Il y a plein de choses de ce style qui, en fin de compte, eh ben, ne s'adaptent pas à ce que l'enfant attend. L'enfant, en plus, étant donné qu'il ne s'adapte pas, étant donné que c'est absolument pas compréhensible, donc du coup, il ne comprend pas. Et à ce moment-là, eh ben, c'est entre guillemets, on a essayé de prendre un arbre beaucoup trop grand, qui n'a pas encore fait de racines, et on essaye un petit peu de le faire tenir comme on peut. C'est forcément une catastrophe, nous dit le rapport. Si l'être humain n'est pas né à 20 ans, mais qu'il est né à 0 ans, et qu'il va grandir, il va grandir, c'est parce qu'en fin de compte, il doit y avoir des apprentissages qui doivent lui donner une certaine expérience, une certaine compréhension des choses, et que ça doit arriver petit à petit. Et qu'on ne peut absolument pas faire sauter les étapes à notre enfant et lui demander de comprendre des choses qu'il n'est pas en mesure de comprendre. Je pense par exemple, avec la période qu'on est en train de passer là, bien sûr qu'un enfant, il a compris qu'il y avait une maladie un petit peu. Mais étant donné qu'il n'en souffre pas ou que les gens de son âge n'en souffrent pas tellement, il a beaucoup de mal à comprendre, par exemple, que c'est la protection grâce à un masque serait, par exemple, salvatrice pour les vieilles personnes, pour d'autres personnes. C'est vrai, c'est difficile. Mais est-ce qu'on peut lui faire comprendre quelque chose qui, en fin de compte, il n'est pas en mesure de comprendre?
Et on lui demande donc une attention toute particulière sur des sujets qui, en fin de compte, pour lui, le dépassent complètement. C'est absolument pas possible. Donc, il va faire son maximum, mais on ne peut pas lui demander des choses qu'il ne peut pas comprendre, qu'il n'est pas encore en mesure d'accepter et de maîtriser, et de les respecter comme nous on l'entend, parce que nous, en fin de compte, on a la chance de comprendre un petit peu ce qu'on attend de nous, mais lui, il n'a pas cette chance-là. Et donc, il va falloir adapter. Chaque enfant est unique, comme on l'a expliqué, chaque âge est unique. Et on ne peut absolument pas, même si on est très bien intentionné, qu'on a une intention, une envie toute particulière de faire en sorte que notre enfant évolue et grandisse, on ne peut pas sauter les étapes. On a un devoir de respecter les étapes et d'adapter notre vie. Et là, le Maharal de Prague va continuer dans la même veine en nous disant, vous savez, il y a une Mishnah dans Avot qui nous dit qu'il y a certains âges pour découvrir certaines parties de la Torah. Et il nous dit, le Maharal de Prague, que ça n'est pas uniquement un conseil pour le plaisir de donner un conseil, mais que c'était une vision qui était très fine et très intelligente de la chose et qui nous imposait de respecter un petit peu l'apprentissage de notre enfant. כאשר היה בדורות הראשונים נתנו גבולים והתאים לחנך נער על פי דרכו. Au tout début de l'apprentissage dans la Mishnah, on nous parle donc d'âge pour apprendre certaines choses. Par exemple, Ben Chamesh la Mikra, qu'à l'âge de 5 ans on commence le Chumash. Ben Eser la Mishnah, qu'à l'âge de 10 ans on peut commencer la Mishnah. Ben Tedvav la Talmud, quand on a 15 ans, on peut commencer la Gemara. La Kol Kedé la tête la Nahar, Massa. Et tout ça, l'objectif de passer comme ça de 5, 10, 15 ans, de laisser 5 années de découverte de la Torah avant de commencer la Mishnah. Après 5 années d'apprentissage de la Mishnah pour découvrir le Talmud. Nous dit le Maharal de Prague, l'objectif c'était de lui donner un bagage. Caché Yuchal Se'et Lefitivo. Il va pouvoir porter selon sa nature. Ou Maché ou Lefitivo Mekabel Anar. Et il faut savoir qu'un enfant, lorsque on lui donne quelque chose qui est à sa force, il est capable de le supporter. Kemo Sheseder Hashem Yitbarach Ochel Nayelet Chalavimo. Et exactement, on voit comment la nature d'Hachem, elle a fait les choses. Un enfant, quand il est enfant, et au début, quand il est bébé, il nourrisson, il ne supporte que le lait de sa mère. Je veux d'avoir mes Kuba les laves, il le supporte, il peut le porter. Velos derlo mina mezonot asherenam nefierko. Et il n'a ni de nécessité, ni de capacité de manger des choses qui, a priori, ne sont pas à sa portée. Et lorsqu'on voit qu'on va commencer à manger ce que le monde nous a donné, ça va permettre à l'homme d'évoluer, de grandir, d'avoir une croissance correcte, exactement comme il faut. Et ensuite, au fur et à mesure, par exemple, ne serait-ce même le lait maternel, il n'est pas le même le premier jour, il n'est pas le même au sixième mois quand la mère a allaité. Le lait a évolué en fonction des besoins de l'enfant. Et les Chachamim, quand ils nous ont donné le conseil d'étudier le Chumash avant à 5 ans, et de commencer la Mishnah à 10 ans, et de commencer la Gemara à 15 ans, en fin de compte, ils nous ont donné ici la nature de l'enfant. Qu'à 5 ans, on est capable d'écouter la Mishnah. Mais la Torah, la Torah, dans le passage. Et d'avoir dit Kabel Anar les Fitivo, et l'enfant, il va accepter ça. Mais il a les et son intellect, il va se faire grâce à ça. Machel Amad, est-ce qu'il a étudié Kibel Oto, Kibel Chazak Acheigdal Yoter. Et cette chose-là, étant donné qu'elle lui est adaptée, elle va faire une impression, elle va lui faire une impression, il va évoluer, il va grandir, jusqu'à que, à pris la Mishnah, 5 ans après, il va pouvoir commencer à étudier la Mishnah. D'avoir chez les fierko, c'est à nouveau, ça arrive. Kacher il crave les menechet hakodesh, Talmud, lorsqu'il va s'approcher donc de l'étude du Talmud, il va pouvoir à ce moment-là ouvrir son esprit dans les sphères, dans les hautes sphères. Là, il peut le ça, il ne tombera pas vakol à l'yesod akayam. Il va rentrer dans l'étude du Talmud
il ne pourra pas en retomber parce qu'il aura il aura préparé des racines parfaites où il aura construit les choses étape après étape. Ou à Mishnah, Shein lo yesod musad. Pourquoi? Parce qu'il a construit donc la base de son Talmud qui était la Mishnah. Même quand il va vieillir, qu'à ce moment-là, a priori, sa nature sera plus faible. Azadvarim chez la Madame Yoter Midgabrim, et ben les choses qui seront à l'intérieur de lui continueront à faire leur chemin. Mais, vous dit le Maharal de Prague, il y a certaines personnes qui se trompent. Et malheureusement, alors lui, il les appelle des tipchim, des gens bêtes des autres nations. Nous, on voit que ça arrive même chez nous, malheureusement, où certaines personnes, eh ben, ils ont la folie des grandeurs avec leurs enfants. Et ils se disent, tiens, si je suis pas né dans un pays où c'est un peu éloigné, si j'ai la chance d'avoir des connaissances, eh ben, autant essayer de transmettre à mon enfant. Et ce même s'il n'en est pas capable, s'il n'a pas encore, eh ben, l'intellect assez développé pour comprendre les choses. Alors, on va essayer de faire une petite rétrospective sur ce qu'on a vu aujourd'hui et on va, dans la première partie, revoir un petit peu les bases, comprendre un petit peu comment est-ce que c'est présenté par le message et après vous donner deux petites pistes que les Chachamim nous donnent, que la Torah nous donne, pour essayer de faire en sorte parce que c'est bien beau à nouveau, comme je vous l'explique toujours, c'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de donner des côtés théoriques, mais si en fin de compte on ne passe pas à quelque chose de pratique, à ce moment-là, eh ben, on n'est pas, là, j'aurais failli à ma tâche. Ma tâche, elle est d'essayer, que ce soit pour, encore une fois, toujours pour une éducation personnelle, pour une éducation de nos enfants, d'essayer d'adapter le discours pour essayer de comprendre quoi faire demain matin, quoi faire demain après-midi avec nos enfants, et pas juste avoir réfléchi de manière très théorique à la question de comment éduquer nos enfants selon leurs particularités. Alors, je fais une petite rétrospective sur ce qu'on a vu jusque-là ce soir. On a donc découvert, alors à Volbé, il nous dit de manière certaine qu'il faut bien comprendre que chaque arbre, c'est intéressant, la semaine dernière, on a fait la fête de Toubishvat et on comparait l'homme à un arbre. Pourquoi est-ce que l'homme il est comparé à un arbre? Eh ben, les Chachamim nous expliquent que eh ben, l'homme, lui aussi, il a des racines. Ces racines, c'est bien entendu eh ben, l'histoire qu'il porte de ses parents, l'histoire qu'il porte les bases que la Torah lui a offert, etc. Grâce à ces racines, il va pouvoir créer un tronc, c'est sa personnalité, qui va se former petit à petit, étape après étape. D'accord, vous regardez un arbre, quand vous le coupez, ben vous voyez le nombre de ronds qu'il y a dans l'arbre, c'est le nombre d'années qu'il a passé. Et ben, l'être humain aussi, il est fonctionné comme ça. Chaque année, chaque expérience est une nouvelle expérience qui garde en elle, d'accord? Si vous connaissez juste dans un arbre, par exemple, même la taille ou la couleur du rond qui va être imprimé dans cet arbre va pouvoir nous donner une indication des centaines d'années après. Si cette année-là, elle était très pluvieuse, si cette année-là, elle était plus sèche, est-ce qu'il y a une abondance, elle donnait beaucoup de fruits, etc. La couleur et la taille du rond dans l'arbre peut nous indiquer des centaines d'années après qu'est-ce qui s'est passé cette année-là dans la vie de l'arbre. Eh bien, nous aussi, nous allons avoir des racines. Les racines, c'est notre histoire. C'est l'histoire que nos parents nous ont donnée. C'est l'histoire que la Torah nous a donnée. C'est le savoir que la Torah nous. Et après, il y a le vécu. Ça, c'est le tronc. Et après, à nous de faire des beaux fruits. En fonction, si les racines et le tronc, eh ben, ils ont bien construit, à ce moment-là, on peut avoir une assurance que les fruits qui en sortiront seront des bons fruits. Et là, c'est exactement ça que nous dit le Rav Volvé. Si je Au peux me même titre que permettre. tu comprends que, oui, Ouais, c'est béni. Salut. ouais, Si je peux me permettre, par rapport aux parents qui projettent un peu trop, dans l'arbre, c'est ouais, pas les racines qui donnent les fruits. et, Dans l'arbre, c'est pas les racines qui donnent les fruits. Les racines, elles restent en bas et ah, laissent les branches faire leur travail. magnifique, magnifique, très, 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 très juste. Et Oui. j'avais entendu aussi que on fait pas pousser une pomme plus vite en tirant dessus. Bien au contraire, comme tu dis. En même temps, si les racines sont pas solides, accroche-toi pour que la branche elle tienne. Ah, ouais.
Chacun son C'est vrai. travail, quoi. Voilà. Et ouais. Razak. Vous avez entièrement raison. Razak, merci pour votre ajout. Razak. Et donc, exactement, donc, comme l'ont dit nos deux amis, eh ben, donc, on ne peut pas tirer sur une pomme, et d'un autre côté, les racines doivent être fortes. Mais en fin de compte, pour que le fruit fonctionne, et les fruits, encore une fois, comme l'a dit Béni très justement, eh ben, le fruit ne sort pas de la racine, mais il sort de la branche. Donc, en fin de compte, on va construire, on va être armé de ces racines, on va se construire intelligemment un tronc, et ensuite, on va essayer d'adapter eh ben, les fruits en fonction. Et en fonction du fruit, de l'endroit où il sera porté vers le soleil, eh ben, ce fruit va grandir avec sa capacité, avec sa force, etc., etc. Mais nous dit le Rav Wolbe, bien entendu, impossible de comparer deux fruits, de comparer deux arbres et d'essayer d'adapter exactement euh, les, les méthodes qui ont fonctionné chez l'un eh ben, en le mettant chez l'autre. D'accord? C'est impossible. Chaque enfant est unique. Le Rav Wolbe continue, il nous a dit aussi que, eh ben, le Rav Wolbe, il nous a dit aussi que chaque âge est unique. Que l'on ne peut absolument pas essayer d'adapter une période eh ben, à une autre, à un moment qui n'est pas le même. C'est-à-dire que eh ben, les attentes d'un enfant, d'accord, moi très souvent, ça m'arrive, parfois ça a dû vous arriver, je dois partir le matin accompagner mon enfant à l'école et je vois que eh ben, il n'a pas envie de partir. Je sens qu'il a besoin de rester un petit peu à la maison pour encore jouer, quelques minutes parfois. Et parfois, ça va être une histoire d'un quart d'heure. Et un quart d'heure, ça va tout changer. Il va encore jouer, il ne se sent pas sorti de la maison. Un quart d'heure, tu le laisses un quart d'heure, c'est dans le cas où on a la possibilité. Mais dans le cas où on a la possibilité, parfois, il a besoin de jouer. Et les jeux à l'école, soit ce n'est pas les mêmes, soit des fois c'est juste qu'il va falloir les partager avec d'autres. Et donc, à ce moment-là, il a un besoin personnel. Est-ce que je vais écouter ce besoin personnel ou est-ce que non? Eh bien, écoute, c'est un enfant, il doit aller à l'école, il doit comprendre, il doit se sociabiliser, il doit sortir vers les autres, il doit apprendre à partager, d'accord? Des fois, le premier enfant, on a peur qu'il ne partage pas. Alors du coup, on se dit, tiens, c'est à l'école, il va apprendre à partager. Et donc, on va essayer d'adapter eh ben, une envie de sociabiliser à un enfant de 2 ans. C'est pas grave, à 2 ans, s'il sociabilise pas. On va essayer d'adapter une angoisse sur un enfant X ou Y, on va vouloir lui adapter un discours qui, en fin de compte, n'est pas encore adapté. Nous dit le Rav Wolbe, faites très attention, chaque âge est unique. L'attente que tu vas avoir d'un enfant, d'accord, c'est comme si tu. Alors, imaginons qu'on puisse attacher, qu'on puisse mettre sur un arbre, qu'on puisse accrocher un arbre, d'accord, un fruit sur un arbre. En fin de compte, c'est comme si je prenais une énorme pomme et je la mettais sur une toute petite branche qui n'est pas encore assez forte. Et en fin de compte, je suis en train de demander à un enfant, à un âge qui n'est pas encore capable de supporter certaines choses, je lui demande de les supporter parce que c'est quelque chose de bien. Et surtout, nous dit le Rav Wolbe, quand, n'ayant pas la compréhension, c'est encore plus dur. Non seulement ce n'est pas adapté à son âge, mais en plus, il n'a pas la compréhension. Et comme l'a dit le Maharal de Prague, ensuite, ça se trouve, c'est même pas une question de. Il n'a peut-être même pas encore les moyens de comprendre. Parce que le moyen de comprendre, en fin de compte, c'est de lui avoir donné un apprentissage qui est adapté. Un apprentissage ne sera intégré que s'il est adapté. S'il n'est pas adapté, l'apprentissage ne peut pas être, s'il n'est pas adapté, l'apprentissage ne peut pas être intégré. Et donc, nous dit le Maharal de Prague, quand les Khatami nous ont donné des dates pour étudier certaines choses, c'est pour le bien de l'enfant. Donc, chaque enfant est unique. 1. 2. Chaque âge est unique. Et on a un devoir de respecter les âges, parce que si les choses ne sont pas encore intégrées, eh ben, il ne peut pas passer au level d'après. Et parfois, nous, on a envie de le faire passer au level d'après, parce que c'est son âge, c'est vrai, mais étant donné qu'il n'a pas encore intégré, alors malheureusement, il n'y arrive pas.
Et parfois, ce retard, il nous angoisse. Le retard chez un enfant, il peut peut-être nous angoisser. Alors qu'en fin de compte, à la seconde, il a un tout petit blocage, que si on le débloque, il ira beaucoup plus vite pour tout le reste. C'est juste qu'il fallait juste bien intégrer les choses. Alors, à nouveau, je répète, chaque âge est unique, chaque enfant est unique et il faut respecter ces âges pour un apprentissage réussi et intégré. Et alors, dans ce cas-là, comment commencer demain matin avec nous-mêmes? Comment commencer demain matin avec nos enfants? Et là, je vous propose deux textes. Alors, il y a un texte qui est à nouveau du Rav Wolbe et il y a un texte qui est d'un livre beaucoup plus ancien qui s'appelle le Meiri. Le Meiri, c'est un des commentateurs du Talmud qui a vécu il y a à peu près 800 ans. Le Meiri nous dit la chose suivante. Pour lui, le Meiri, c'est tout se cache derrière les remontrances. Léolam, nous dit le Meiri. Yeh Adam noten lev tamid lashgiach al inyane abanim ou latmid betochotam. Nous dit le Meiri, un père devra toujours faire attention. Et à nouveau, je répète, un homme doit toujours faire attention avec lui-même. Tamid, toujours. Les hashgiach, de faire attention. Al inyane abanim, avec ses enfants ou avec lui-même, ou l'atmid betochotam, d'apprendre à faire des remontrances, mais de les faire régulièrement. Ben gdolim, ben ktanim. Alors, avant de commencer à faire des reproches à vos enfants, on va quand même lire la fin du texte. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Ou mikol makom. Et cependant, azman haraoui nishtadel betochachat adataflit. Mais à quel moment c'est beaucoup plus adapté de faire une remontrance pour arriver à ses fins. Ou misha shadaat melavlev veyotse ad shea sepri. Vehu mishitre vead esrim ve'arba. À quel moment il faut faire des tochachot, des remontrances jusqu'à arriver à ce qu'on a envie d'arriver. C'est ce moment où son esprit, il commence à créer, melavlev, il crée des fleurs. Veyotse Achease Peri, il sort jusqu'à faire un fruit. Et c'est quel âge, nous dit le Meiri? Yomi Shitzre, c'est à peu près 16 ans, Ad Esrim Ve'arba jusqu'à 24 ans. Chez Kodem Shitzre, avant 16 ans, El Nodaat Kolkach le Kabel. Il n'est pas apte à entendre des remontrances. Ve'echar Esrim Ve'arba, et après 24 ans, El Nonishma Kolkach, il n'entend plus les remontrances. Mikol Makom. תהא תוכחתו והדרכתו בזמנים אלו מוזמנת לו תמיד לעניין הבן. Cette remontrance et cet apprentissage du chemin qu'il faut emprunter, muzmenet lo mezamnet lo tamid b'inyan haben, elle devra toujours être présente, toujours b'inyan haben vis-à-vis. Dit le Meiri, l'objectif d'une remontrance, l'objectif de comment est-ce qu'on va montrer un chemin à un enfant. L'objectif, il est de réussir à lui faire prendre conscience du chemin qu'il doit emprunter. Un. Deux, faire en sorte qu'il comprenne ce que j'attends de lui. Trois, faire en sorte qu'il soit capable de changer. Et quatre, qu'il n'ait pas la lourdeur de penser qu'il est déjà un produit fini. Voilà les 4 étapes d'une remontrance. Alors, pour le Meiri, qui parlait d'une remontrance très, très forte pour devenir un grand de la Torah, alors il parle d'une remontrance qui devrait être faite entre 16 et 24 ans. Parce que là, il est en train de parler d'un cheminement de vie. C'est vrai que c'est à partir dans ces eaux-là. Ouais, aujourd'hui, dans le XXIe siècle, il y en a
et on ne commence pas forcément à 16 ans. À 16 ans, ils sont plus dans le laisser aller. Mais c'est à 16 ans, entre 16, 18 ans et 24 ans, 26 peut-être, on peut pousser aujourd'hui jusqu'à 26, il y a des vrais questionnements qui se posent chez l'adulte, chez l'adolescent. Avant, on est dans du réglage. On n'est pas dans une véritable remise en question de vers où on veut se diriger. Mais nous dit le Meiri, Torechot, Vadrachato, Mizmanim, Muzmen, Tamid. Il n'a pas peur, le Meiri, de nous faire prendre conscience. Là, en fin de compte, Muzmen et lo Tamid. C'est quelque chose qu'il faut, Tamid. Il faut tout le temps mettre en place. Tout le temps mettre en place. Perpétuellement être occupé. Alors, personnellement, alors, quand j'ai lu le Meiri et que je l'ai un peu approfondi, que j'ai vu sur quoi il parlait, il m'a semblé, c'est une impression là que je vous propose, il m'a semblé en fin de compte que le Meiri, ce qu'il est en train de proposer, c'est que, par exemple, il y a ce qu'on appelle, pour toujours reprendre l'exemple de l'arbre tel que le Rav Wolbe l'a proposé, en fin de compte, quand j'ai envie de faire grandir de manière droite une plante, je suis obligé de lui mettre ce qu'on appelle un, un, un tuteur. Le tuteur, on ne peut pas juste le mettre en bas. Il ne peut pas être au début de la plante. Ça ne suffit pas. Un vrai tuteur, il doit être sur toute la hauteur. Il y a un moment où l'arbre, au bout d'un moment, quand il va se durcir, l'arbuste, l'arbre, ou la plantation, quand elle va se durcir, elle va réussir à devenir autonome et à rester droit. Mais si je ne mets pas le tuteur sur toute la longueur, eh ben, même si ça a très bien commencé, ça peut partir à droite et à gauche. Ce que je veux qu'on comprenne, ce que je veux comprendre, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'en fin de compte, les Chachamim nous expliquent qu'un enfant, reprenons l'exemple du Maharal de Prague, il nous a dit, j'ai étudié la Torah à 5 ans. Parce que je vais l'étudier pendant 5 ans, que je vais arriver à la Mishnah et j'aurai tout ce qu'il me faut. Si j'ai arrêté pendant un certain temps, c'est fort possible que je vais perdre tout ce que j'ai emmagasiné. Et Chachamim nous explique que, en fin de compte, le seul moyen de, de, de réussir, c'est en fin de compte de mettre un tuteur sur toute la hauteur. Ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas de mettre un tuteur sur le début. Et ça, c'est exactement l'erreur que tous les parents, et moi le premier, ne croyez pas, je ne suis pas en train de m'exclure, on fait. On a l'impression qu'à la seconde où on a réussi à avoir un gain de cause un dimanche matin, on va se mettre avec notre enfant, on va se mettre à travailler, on va lui montrer comment est-ce qu'il faut faire les choses. Voilà, donc le dimanche matin, on se réveille, très bien, petit déjeuner, et après, bon, puis là, petit déjeuner, et on range la chambre. Alors on se dit, ça y est, c'est un acquis, dimanche prochain, il va se lever, c'est exactement comme ça. Bon, alors non. On comprend que le deuxième dimanche, il va falloir l'aider. Et troisième dimanche. Et bon, allez, troisième encore. On peut encore attendre que peut-être il n'est pas. Et on devient fou quand le quatrième dimanche, on est parti faire quelque chose et qu'on revient, et qu'il est encore en pyjama alors qu'il est midi. On se dit, mais non, je comprends pas. Je t'ai déjà dit 3 fois. Mais voyons, pourquoi c'est pas intégré encore? Et on se dit que c'est notre enfant le problème. Parce que c'est vrai, on a l'illusion de croire que toutes les choses que l'on s'est habitué à faire, eh ben, on s'y est habitué parce qu'on a fait 1, 2 ou 3 fois maximum, mais après ça s'est installé en nous. Faux et archi faux. Un tuteur, il n'est pas sur le début de l'arbuste, il n'est pas sur la moitié, il n'est pas sur les 3/4. Un vrai tuteur, il est plus haut que la plante. Ça veut dire, même après la vie, ouais, il faudrait encore continuer à avoir des tochachot, des remontrances de notre parent pour pouvoir continuer droit. Nous, notre erreur en tant que parents, et en tant que nouveau, pour se parler à nouveau, nous personnels, c'est qu'en fin de compte, on se croit à l'abri de nos échecs dès lors que l'on a arrêté 1, 2 ou 3 fois de faire
tel ou tel échec. Mais non, un tuteur, c'est pour très longtemps. Et donc, les Torahot, elles doivent être tamides, nous dit tout le temps. Alors, les Torahot, bien entendu, il ne faut pas dégoûter notre enfant en faisant des remontrances perpétuelles. Mais le tuteur, il est plus haut que la plante. Et c'est parce qu'il est plus haut qu'au bout d'un moment, il se durcit et qu'il garde la taille et la force et la direction que le tuteur lui aime. Mais si en fin de compte, on n'est pas dans un tuteur qui est plus haut, et ben on n'y arrivera pas. Alors, première étape, c'est d'abord prendre conscience. Première étape de notre vision pratique, de notre réflexion que l'on a menée là pour la deuxième fois, sur chacun sa route, chacun son chemin. On pourrait parler encore des heures de cette adaptation que l'on doit faire pour nos enfants. Les premières étapes de notre deuxième, donc on avait dit la première étape il y a 2 semaines, on avait parlé donc de prendre conscience, de prendre un stylo et d'écrire. Voilà ce qu'est mon enfant, tel enfant. Enfant numéro 1, avec son prénom, c'est encore mieux. Enfant numéro 2, avec son prénom aussi. Et on met des adjectifs et on prend conscience de qui il est, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il attend. Et on voit si notre challenge, le chantier qu'on a mis en place avec lui pour le faire évoluer, est-ce qu'il est adapté aux caractéristiques que j'ai réussi à dégager. Aujourd'hui, ce soir, on a rajouté un point. On a rajouté que c'est très important de garder les âges et de garder l'adaptation, mais c'est surtout encore plus important de comprendre que ça doit être fait sur le long terme et que tu dois continuer sans t'arrêter à lui donner et lui rappeler que tu attends de lui et de lui montrer le cheminement qu'il doit prendre. Et je vous repartage la dernière phrase qui était donc écrite par à nouveau le Rav Volbe. Ashrei, une seconde, ça va arriver sur vos écrans. Ashrei lahavot, sheitzlichu bechinuchem. Heureux soient les parents qui ont réussi leur chinuch, leur éducation. Leachzik kesher plini kohaduk imabanim. De mettre en place un lien très fort avec les enfants. שכשהם בני 16 ויותר, que lorsqu'ils auront 16 ans ou plus, יהיו נתונים להשפעתם ויקבלו תוכחתם, qu'ils aient encore un lien si fort qu'ils sont capables d'entendre le reproche. Et là, le Rav Volbe, il nous donne une des clés les plus fortes que on peut entendre en tant que parent. Le Rav Volbe est en train de nous dire l'essentiel pour un parent, c'est de créer un lien. Plus le lien il sera fort, débrouille-toi pour le créer celui. Et plus le lien il sera fort, et plus il y a de chances qu'au moment X ou Y, tu trouveras le moyen d'adapter parfaitement, de s'adapter aux attentes de son enfant, mais surtout de percevoir lorsque toi, en tant que parent, tu es passé à côté de la plaque. Avoir une chance qu'un enfant il te dit, mais papa, j'en suis pas capable. Ça, c'est la plus belle des phrases qu'un parent peut entendre. Si un parent peut entendre de son enfant, papa, j'en suis pas capable, je n'y arrive pas, c'est trop difficile pour moi. Si un parent, il a réussi à créer un lien si fort avec ses enfants, que l'enfant est conscient, prend conscience, il arrive à transmettre à son parent, parce qu'il n'a pas peur de décevoir, et parce qu'ils ont un lien si fort qu'ils sont capables de discuter, et qu'en fin de compte, ils se sentent associés pour sa réussite personnelle, alors à ce moment-là, nous dit le Rav Volbe, il a réussi son éducation. Alors voilà, on a donné trois domaines pratiques trois domaines pratiques pour essayer de tisser, de faire en sorte qu'il y ait une éducation adaptée. On a montré l'importance de cette éducation adaptée et on a donné 3 domaines pratiques. Je les répète, écrire les caractéristiques. Deuxièmement, ne pas oublier que pour une plantation,
eh ben, on met un tuteur qui est très long, très grand et qui se répète et qui se répète, même si nous, on a envie que ce soit un acquis. Mais de toutes les façons, avant 24 ans, eh ben, l'enfant, eh ben, il est tout le temps en perpétuel euh, renouveau et tout le perpétuel changement. Et donc, du coup, ce tuteur va l'aider à se mettre en place. Et ensuite, la dernière chose, créer un lien d'amour et d'amitié et de compréhension et de discussion dans la volonté de lui créer un environnement parfait pour que l'enfant lui-même nous aide à lui créer le tuteur. D'accord? Et Rav Yakovzon, je finirai juste avec ça. Et après, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Et le Rav Yakovzon, il disait qu'en fin de compte, c'est l'une des plus grandes méchancetés que l'on peut faire à un enfant, c'est de ne pas lui faire de remontrance, de ne pas l'engueuler. En fin de compte, un enfant, quand il fait une bêtise, d'une certaine manière, il nous regarde, nous parents, et il a envie, il sait qu'il cherche. Très souvent, la première fois, eh ben, il cherche à avoir une connexion, il cherche à, comment dire, il fait un appel à ses parents, redressez-moi, montrez-moi que vous êtes un parent. Et il raconte cette histoire, le Rav Yakovzon, il raconte une fois, eh ben, cet enfant qui voulait traverser la rue à Blébrac. Et il avait très peur de traverser parce que de l'autre côté de la rue, il y avait un chien. Alors le Rav Yakovzon, il vient voir l'enfant, il lui dit, est-ce que tu veux que je t'aide à traverser? Alors, il dit, non, je sais pas, je sais pas. Alors il dit, est-ce que tu veux que j'appelle ta mère? Et l'enfant, d'un coup, il regaillardit comme ça, il lui dit, ah, de quoi tu parles? Ah, moi, je suis plus fort que ma mère. Alors le Rav, il est un peu estomaqué, un petit peu, il lui dit quoi? Il dit, ma mère, elle a encore plus peur que moi. Mais ça veut dire que cet enfant, il était perturbé entre le fait que sa mère, elle avait montré une faiblesse, et lui, il n'a pas réussi à trouver une force, mais du coup, il cherchait quand même une grande personne qui pourrait lui apporter la sécurité que sa mère n'avait pas pu lui donner. En fin de compte, un enfant, il cherche la sécurité de ses parents. Un enfant, il cherche la confrontation, entre guillemets, ou l'intérêt que ses parents vont lui montrer, même quand il fait des bêtises. Alors, c'est vers ça c'est ça que l'enfant, il l'appelle, à nous de répondre, entre guillemets, et ben, à ces appels en n'étant pas comment dire, désintéressé. Et lorsqu'il a fait une bêtise, lorsqu'il a fait quelque chose, lui rappeler où se trouve le tuteur et vers où il doit se rendre, et il n'en sera que plus heureux. Voilà, si vous avez des questions, je vous invite à les poser, des remarques. Moi, je voulais juste dire un truc, si je peux, Ouais, que l'allusion au tuteur, elle est aussi bien dans le sens où c'est aussi une manière de dire que le parent, il doit montrer l'exemple aussi avant tout. C'est-à-dire, voilà, c'est ouais, vers ça que tu dois tendre. Donc, ouais, c'est aussi, et c'est avant tout ça, une ouais, éducation réussie, c'est une cohérence. Et ouais. d'autre part, le fait que le tuteur Juste, soit juste, plus grand, ouais. Non, juste, je mets juste un bémol, un tout petit bémol, parce qu'en fin de compte, et je ne suis pas obligé de montrer l'exemple parce que ça se trouve, on n'est pas construit de la même manière, mais vis-à-vis de mes challenges à moi, je suis en accord. Ça se trouve, l'enfant il n'a pas forcément les mêmes challenges. Ouais, oui, on est oui, oui, d'accord. oui, ouais, Très tout bien. à fait, ouais. Très bien, très bien. Et juste Et oui, c'est vrai qu'il faut aussi être en pour accord avec que ces challenges. l'idée c'est fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Enfin, disons que ça, il faut Exactement, l'éduquer très bien, aussi, très bien, voilà. très bien, tout à fait, tout à fait. Non, Et non, aussi, j'aurais dit plus grand aussi parce que visionnaire. Selon moi, hein, un bon parent, c'est un parent qui connaît tellement son enfant, dans un sens, qu'il va savoir à l'avance, dans certaines situations, l'option que l'enfant va plutôt choisir. Et il va peut-être anticiper à lui proposer deux options autres qui seront tout aussi bien dans le bon chemin, mais ça lui laissera un choix. exactement, très bien. Comme il y a un large public ce soir pour profiter de ce que je viens de dire, je voulais le dire quand même. Et ce sera rediffusé, hein. Mais ce que vient de dire Noémie, ça ressemble un peu à la relation qu'on peut avoir avec Hachem, dans le sens où il nous connaît très bien, mais il nous laisse quand même le libre arbitre dans nos expériences et dans le fait d'avancer, quoi. Ça, Notre père, quoi.
Ouais. Notre Père qui est aux cieux. Exactement. Mais ce que tu as dit avec, puisque tu as récité Rav Wolbe, ça m'a fait penser déjà à un cours de Rav Cohen, là, de Natania, de Rav Ouais, Geoula, où il disait que ben, justement, en cette période, il fallait être un peu plus souple et que si on revient de la choule le Shabbat matin et qu'on voit que notre ado il est encore au lit en pyjama, ben, au lieu de lui crier dessus, parce que c'est vraiment pas ça qui va lui donner envie d'aller à la choule, c'est de l'attendre. Au contraire, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu t'es reposé, on va t'attendre pour qu'il douche, que tu aies fini ta fille-là, et machin. Et là, ça va peut-être plus lui dire, ah, là, j'ai peut-être exagéré, il faudrait que je me reprenne en main et truc. Et ça rappelle la vidéo de Ravolve, justement, où on voit que c'est vendredi soir, il est avec sa fille, le fiancé de sa fille et les futurs beaux-parents, et on sonne à la porte pendant qu'il douche. Et en fait, c'était un de ses fils qui avait un peu lâché. Et au lieu de le renvoyer, de lui crier dessus, il lui a fait la place, il lui a donné la kippa, il lui a fait faire qu'il douche, il a demandé comment ça va, il a pris de ses nouvelles. Et là, le fils, il s'est un peu remis en question parce qu'il était déjà sur la défensive en prévision des remontrances de son père. Et comme il n'y a pas eu ça, ça lui a cassé toutes ses barrières. Et puis après, on voit qu'à la fin de la vidéo, il toque à la porte et il dit bon, je laisse mes clés, mes cigarettes, je vais rentrer à pied et on se voit demain et tout. Et il y a la main qui écarte et la main qui rapproche. Quoi. exactement. Il est Rosh Hashiva aujourd'hui, son fils. Bah, mais au Hashem. Donc, exactement. 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 Génial. Bon. Très bien. Merci beaucoup. Khazak. Passez une bonne soirée. Khazak à vous. Ouais. Passez une bonne soirée, toutes et tous. Shabbat tov. Portez-vous bien. La semaine prochaine, Bezrat Hashem.